Donc, je poursuis en vous présentant un support de ce qui vient d'être dit sur la vidéo précédente sur la forme des écrits professionnels, le fond, avec le diaporama où j'ai résumé. Donc, le voici. Je vous laisse continuer à la maison parce que ça a été dit et bien résumé par la personne qui a fait le diaporama. J'ai repris l'essentiel de ce qu'elle dit, plus j'ai rajouté des petites choses. Et je passe à l'explication de l'écriture professionnelle en tant qu'exercice important, plutôt dans votre métier. Là, on était dans les bases générales et ici, on va continuer avec votre métier. L'exercice est important parce que il rend compte de l'évolution de l'enfant. Vous le faites sur des façons un peu plus officieuses ou à la maison quand vous écrivez sur votre cahier, un petit peu plus formel quand vous faites un mail et que vous envoyez au référent professionnel, voire au chef des services, parfois ça peut arriver, ou à d'autres personnes. Un peu plus formel quand vous allez à des réunions de synthèse. Voilà, c'est un exercice important parce qu'il sert à montrer l'évolution de l'enfant et vous êtes les mieux placés pour ce quotidien où l'enfant il évolue. Il répond aux exigences juridiques. Depuis longtemps, les juristes exigent, la loi exige des professionnels de la protection de l'enfance qu'ils écrivent des textes. Tant que les parents n'avaient pas commencé à vouloir exiger leurs droits, par exemple porter plainte sous différentes formes, ça n'a pas été très pratiqué, enfin des géométries variables, on va dire. Et maintenant que c'est exigé complètement avec insistance, avec les différentes lois dont je fais référence, notamment à la loi de 2007, pour répondre aux droits des parents, on exige qu'il y ait un projet pour l'enfant qui stipule noir sur blanc et que les parents recevront, et les enfants suivant leur maturité, qui dit comment ça doit être fait. Qu'est-ce qu'on propose pour l'enfant? Qu'est-ce qui est prévu et quels sont les acteurs qui vont le faire? Comment? Enfin, tout ce qui est le plus possible de mettre sur ce texte d'objectifs, présenter les objectifs pour le placement ou pour la mesure proposée à l'enfant. Et puis bien évidemment, pour se protéger en tant que professionnel, il peut vous arriver, on a eu vos collègues il n'y a pas longtemps qui ont eu des problématiques avec ça, 2 différentes collègues je pense, que ça vienne des parents ou que ça vienne de l'enfant, vous pouvez être amené à devoir vous justifier. Et il va vous falloir des preuves, il va vous falloir des supports. Pareillement, si c'est votre employeur qui vous demande ça parce qu'en dernière ligne, c'est lui qui est garant du projet pour l'enfant, il peut vous exiger, et je crois qu'il le fait, que vous écriviez, que ça reste écrit sous forme donc des preuves. L'écriture professionnelle est un exercice périlleux. D'une part parce que ça demande de respecter le secret et la discrétion. Il suffit de peu, par exemple, si vous laissez le nom d'un établissement sur un document que vous envoyez, le nom des parents, ça suffit pour que vous soyez, qu'on vous exige de le retirer et que vous soyez embêté par ça. Parce que aussi ça sert de support aux décisions sur la vie de l'enfant. C'est de sa vie qu'il s'agit. Et ces écrits que vous allez fournir, ils vont être envoyés à des personnes, notamment le juge, qui vont prendre des décisions sur la vie d'un enfant. Donc, c'est important. Et puis, ils servent aussi, ou ils peuvent servir de support pour l'accompagnement des familles en général. Donc, c'est aussi des décisions qui concernent la vie des gens. Alors, je vous propose pour la suite, nous sommes dans la partie numéro 2. On a passé déjà à la partie générale, et là, on va aller sur la pédagogie. Comment vous présentez votre travail d'éducation? Comment éduquez-vous? Que ce soit pour vous présenter dans des lieux professionnels, comme on vient d'évoquer, réunions, des synthèses, si jamais le juge fait appel à vous par écrit ou à l'oral, que vous sachiez dire comment vous éduquez l'enfant
de façon très fluide, très consciente. Pour vous appuyer dans ça, pour vous stimuler, on va aller à la découverte des pédagogues. Je vous ai envoyé des supports pour que vous choisissiez la pédagogie qui peut vous attirer. Il y en a plusieurs. Donc pour aujourd'hui, je vais en choisir une moi. Et le lundi 27, on va se retrouver avec vous pour la présentation de la vidéo que vous aurez choisie. Là, cette fois-ci, j'ai choisi pour vous, puisque vous n'êtes pas là aujourd'hui. Mais rassurez-vous, je me suis basée sur des vidéos qui ont déjà été choisies par des collègues à vous, aussi assistants familiaux, dans des ateliers d'écriture professionnelle comme celui-ci, en formation 300 heures, donc même contexte. Dans le courant de l'éducation nouvelle au début du XXe siècle, un Français a lancé de fameuses pistes éducatives. Voyons comment a évolué la pédagogie freinée. Freinet participe à la Première Guerre mondiale où il est blessé par balle au poumon, ce qui va laisser des séquelles. C'est cool qu'il soit pas mort. Après sa convalescence, il aura un poste d'instituteur et entre sa condition physique qui lui permet pas de faire du magistral et son intérêt pour l'éducation, il va repenser l'école. C'est pas la classe, ça. Faut comprendre qu'avec l'horreur de la guerre et la soumission aveugle à une hiérarchie militaire, il cherchera à développer une pédagogie à l'opposé de ce qu'il a subi. On peut comprendre. En plus de sa réflexion pédagogique qui va nourrir à travers des rencontres, notamment dans le milieu de l'éducation nouvelle, il sera aussi militant syndical et politique notamment. Avec la montée de l'extrême droite, Freinet quitte l'éducation nationale et il est déporté pendant la Seconde Guerre mondiale dont il pourra heureusement revenir vivant. Le mouvement va repartir de plus belle en 1947 avec la création de l'ICEM, Institut coopératif de l'école moderne, encore bien actif aujourd'hui. On peut attribuer à Freinet un certain nombre de pratiques intéressantes en classe, comme par exemple l'imprimerie. C'est pas Gutenberg ça? Dans la classe on a dit. Bref, qu'est-ce que l'imprimerie a de révolutionnaire, vous me direz? C'est qu'avec elle vient l'expression libre. L'expression libre? L'enfant écrit sans aucune contrainte, ce qui est un pas important vers l'émancipation. C'est essentiel pour Freinet. Les textes sont ensuite imprimés et distribués au reste de la classe pour que chacun puisse juger et critiquer. Les imprimés peuvent ensuite être assemblés sous forme de journal. Et cette innovation nous mène d'ailleurs vers une autre nouveauté. En effet, le journal est expédié à d'autres écoles, ce qui illustre le principe aujourd'hui assez répandu des correspondances scolaires. Les classes Freinet sont constituées en micro-sociétés, c'est-à-dire qu'elles établissent leurs règles et créent une culture commune. Ils font ça comment? Il y a plusieurs instances, comme par exemple les conseils de classe, où les enfants vont pouvoir faire le point sur des choses liées à la classe et faire évoluer les règles. Comment ça? L'aspect démocratique est présent, les règles sont votées collectivement et les problèmes qui ressortent sont rapidement débattus. Au moins, ils règlent les trucs. Enfin, les maîtres et les élèves sont citoyens scolaires, ce qui amène certains droits et certains devoirs communs. Le travail des élèves sert à la construction de cette culture commune puisque de nombreuses traces sont gardées. Par exemple, des cahiers de classe seront réalisés et des dessins ou des sculptures peuvent être affichés. On observe finalement une production des savoirs coopérative et les élèves sont institués comme auteurs-créateurs. Une idée de base de cette pédagogie est que tout enfant peut apprendre pour peu que le milieu favorise ses apprentissages. Et ces classes sont avant tout tournées vers l'apprentissage par le travail. Ça a le mérite d'être clair. Si l'aspect ludique est moins présent que dans d'autres pédagogies, ici l'élève est responsabilisé par rapport aux apprentissages face auxquels il va jouer plusieurs rôles. Ouais, c'est-à-dire? Il pourra être chercheur, créateur, conférencier, auditeur, critique, discutant, aide, etc. Toujours dans l'idée d'apprendre à travers la diversité. Plutôt sympa. Un autre point essentiel qui est pris en compte, c'est que l'élève apprendra mieux s'il se sent en confiance et en sécurité. D'où l'intérêt d'avoir un cadre qui limite la violence. Ça fera pas de mal à l'école. Enfin, ce qui pousse ces enfants, c'est le désir de travailler qui vient de la pratique sociale. L'atmosphère de coopération avec un suivi individuel. Bien sûr, l'implication active de l'élève est importante, comme dans beaucoup de pédagogies alternatives, c'est en faisant que l'élève apprend. Mais pas que. À travers des situations de préparation à l'action ou des discussions collectives par exemple, la pédagogie Freinet permet une distance réflexive par rapport au faire. D'autre part, l'idée qu'il y a différents chemins pour arriver à un même objectif est mise de l'avant. La créativité et l'expérimentation d'autres façons de penser sont donc encouragées. Enfin, le fait de garder des traces des productions permet à l'enfant de situer ses apprentissages dans un contexte. Les exigences vis-à-vis du maître sont assez fortes. En effet, il doit représenter un modèle d'adulte à la fois dans sa relation avec les élèves et dans sa relation avec les parents. Eh ben, c'est chaud, hein? Bon, si c'est reconnu que des élèves différents vont avoir des rythmes d'apprentissage et des façons d'apprendre différentes,
Ben, le maître doit s'adapter à chacun. Pas toujours facile, hein. Même si le maître a plus de pouvoir que les élèves à cause de ses responsabilités, il y a des moyens de limiter les abus. Ouais, du genre. Ben, le rôle de l'enseignant est quand même contrôlé par les différents conseils où il peut être remis en question et à travers ses discussions avec d'autres praticiens freinés. Le maître est une aide pour l'enfant à titre individuel et il est aussi le garant de la construction de la micro-société avec son fonctionnement démocratique. C'est enfin lui qui va veiller au respect des règles communément établies. Si c'est vrai qu'il existe des formations menées par les groupes départementaux de l'ICEM, j'ai l'impression que c'est même pas le plus important. Comment ça? Eh ben, l'école moderne, c'est à la fois un esprit et un ensemble de techniques et d'outils. C'est en incarnant cet esprit de coopération qu'une bonne partie de la formation se fait. C'est toujours pas clair ton truc. Ce que je veux dire, c'est que c'est déjà tout un réseau de soutien et d'échange qui est en place. Qui veut débuter aura de l'aide pour mettre en pratique certaines techniques. Si seulement il y avait ce soutien partout. Et cette coopération à large échelle avec cette remise en question perpétuelle amène le mouvement freiné à évoluer tout en gardant ses bases solides. On l'aura compris, la formation pour suivre le mouvement de Freinet et de l'école moderne consiste avant tout en une auto-formation. C'est à travers des lectures qu'on peut se familiariser et à travers une pratique qu'on peut expérimenter. Mais bien sûr, le point essentiel est la co-formation, le soutien des autres personnes du mouvement qui motivent, critiquent, suggèrent et réagissent. Ce dont je vais parler fait surtout référence à une étude réalisée pendant 5 années dans une école d'un milieu particulièrement difficile par toute une équipe freinée. Ça devait être quelque chose. Ils ont notamment pu remarquer une diminution de la violence ainsi qu'un plus grand sentiment de justice des élèves, en parallèle d'une augmentation des résultats scolaires. C'est un sacrément bon début. Un autre truc super chouette révélé par l'étude, c'est que ces élèves tendaient à avoir un regard plus positif vis-à-vis de l'école, de l'apprentissage et des savoirs en général. En plus de ça, des effets positifs ont été perçus pour l'équipe enseignante qui s'est serré les coudes, et ça aurait peut-être même créé une stimulation pour les écoles alentours. Une amélioration a été notée vis-à-vis de certains parents aussi, qui se seraient plus intéressés à l'éducation, et il semblerait que contrairement à une certaine crainte, le passage au secondaire se passe assez bien. Alors, pour une étude prise dans un contexte bien particulier, c'est évident qu'on peut se demander dans quelle mesure ça s'appliquerait ailleurs. Et je pense qu'on doit le faire. En tout cas, des pratiques issues de la pédagogie freinée ont fait leurs preuves, et on en retrouve même certaines dans le système traditionnel. Plusieurs questions et limites se posent par rapport à ce modèle. Est-ce que c'est trop scolaire ou pas assez? Je vous conseille d'essayer par vous-même ou d'aller voir ces écoles, c'est toujours intéressant. Et une fois de plus, merci d'avoir regardé. Si vous voulez ajouter des choses ou simplement témoigner, faites-le dans les commentaires s'il vous plaît. Et comme d'habitude, moi je vous dis à bientôt.